à l'Élysée. Donc, j'ai rencontré Sonia Jemny Walker, qui est la conseillère justice du président de la République. Pour évoquer avec elle, et ça prendra quand même 2 heures, c'est pas rien, donc le document que vous avez lu, là, en 10 pages, qui est le fruit d'un travail, effectivement, avec mon ami Jans, qui est psychothérapeute en Suisse. Voilà, donc la démarche, elle s'inscrit là-dedans. Et puis même ma parole aujourd'hui, quoi, elle s'inscrit, donc je commenterai un petit peu l'actualité, mais elle s'inscrit dans l'idée qui est souvent, je vais le dire comme ça d'un trait, plus fantasmé que réel, c'est l'idée du plus jamais ça. Il y a un moment donné, dans ce type de choses, où, que ce soit par les parents, que ce soit par la foule, que ce soit par qui qu'on veut, il y a les paroles qui arrivent, plus jamais ça. Voilà. Et donc, plus jamais ça, il y a une autre parole, si on veut aller un peu plus loin que plus jamais ça, c'est-à-dire, ça nous ramènera à comment cela peut-il advenir. Le ça, c'est dit c'est quoi? Plus jamais ça, plus jamais quoi? Et comment ça advient? C'est-à-dire, si on pense que là, en l'occurrence, ce sont des propos qui sont tenus par des gens qui sont pris dans l'effroi à l'occasion de la mort d'un enfant qui vient d'être tué et ou violé, alors on a tous envie de dire plus jamais ça. Mais ça peut s'arrêter là. Et mon parcours à moi, c'est que ça s'arrêtera pas là pour l'idée que j'en ai. C'est-à-dire, ça va être pour ma part 30 années, je dis bien 30 et même plus, puisque je suis toujours dans ce chemin, pas que dans ce chemin, mais aussi dans ce chemin de comprendre comment on peut en arriver là. Voilà. Et c'est ça qui va être mon leitmotiv tout au long, le fil rouge, tout au long de 30-35 années de recherche clinique, j'y reviendrai. Et à partir, effectivement, et là, c'est multitude d'expériences, d'épreuves, d'expériences, de réflexions, toutes sortes de choses. Alors maintenant, j'y reviendrai. Mais pour évoquer Alexia et Maëlys, quand je suis en contact avec une actualité de cette nature, et je différencierai Maëlys, Maëlys, c'est simple, elle a l'âge que mon fils avait quand il est mort. Donc tout de suite, l'émotion, c'est aussi ça, c'est-à-dire un peu comme si je disais, elle pourrait être ma fille, quoi. D'une certaine façon, elle est ma fille quelque part, elle est une fille quelque part, ma fille. Vous voyez, il y a une proximité d'âge, d'enfants du même âge. Donc ça, c'est, voilà, tout de suite, ça va toucher de ce côté-là. Ensuite, ça va toucher du côté de, on n'a pas retrouvé son corps, elle est disparue. Moi, je sais juste ce que c'est de se confronter à ce genre d'épreuve du côté de la disparition. C'est-à-dire, le fils, il est plus là où il est. Mais moi, c'est sur 24 heures, 36 heures, pas plus. C'est suffisant, je vous assure que c'est largement suffisant. Là, c'est 5 mois. Oui, c'était très très long, avec des appels de la mère. Voilà, très long, très long. Et voilà, donc c'est très éprouvant. Donc, connaissant, ayant parcouru ce type d'épreuve, c'est quelque chose de très éprouvant. Et comme moi, je suis pas dans le déni ni dans le refoulement, ben je reconnais que c'est très éprouvant, donc je peux m'identifier aux parents. Je vais avoir donc de la sympathie ou de l'empathie pour ses parents, mais au-delà des parents, pour toute personne qui se sent proche de cet enfant. Et des fois, on croit que c'est les parents, mais c'est pas forcément comme ça. C'est très bizarre, toutes ces histoires. Mais il n'empêche qu'on va dire les proches. Il y a ceux qui sont profondément touchés par la perte de l'enfant. Mais pendant 5 mois, on le rappellera que c'est une disparition. C'est pas, et des parents ou les proches sont en droit d'espérer que la gamine allait quelque part. Et pendant ces 5 mois, il y a encore un mélange d'espoir en se disant c'est peut-être possible. Tout à fait. Et quand la sentence tombe, qu'on trouve le corps, ça doit être abominable en fait. Tout à fait. Alors il y a à la fois, il peut se passer plusieurs choses. C'est à la fois l'idée que peut-être quelque part, mais ça s'amenuise. Mais en même temps, il n'y a pas de réalité tangible. On peut rien palper. On n'est que dans l'imaginaire. Imaginaire, émotionnel. Émotionnel, imaginaire. Ce n'est que là-dedans. Et c'est même dans le même imaginaire émotionnel que cette petite fille qui s'appelle Maëlys, d'un seul coup, va devenir un ange. Là, on est dans l'imaginaire. Oui. Non, c'est une enfant, c'est pas un ange, c'est une enfant. Voilà, une enfant qui, quand elle vivait, avait, comme tout enfant, des bons côtés, des moins bons, des jeux. Voici une enfant, c'était une enfant vivante, elle est passée de l'enfant vivante à l'enfant morte.
Et donc au statut d'ange. Et donc, à un moment donné, alors là, c'est effectivement toutes les projections qu'on peut faire et qui nous parlent aussi du désarroi, hein, de gens qui n'ont pas de réalité sur lesquelles s'accrocher. Et là, d'un seul coup, d'un seul, mais pas d'un seul coup, d'un seul quand même au passage, parce que j'ai envie quand même de saluer toutes ces personnes qui ont mobilisé pour trouver, et j'en sais quelque chose, j'étais à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'avoir un petit contact avec une des personnes de gendarmerie qui recherchait Maëlys, et donc de manifester, comment dire, une reconnaissance vers ces personnes qui se sont hyper mobilisées, et je crois qu'on le dira jamais assez. Donc c'était un gros boulot. Et le moment où on vient voir les parents, et qu'on leur dit, voilà, elle est morte, du reste, on voit le procureur, quand il va parler de ça, tout de suite, l'émotion, elle est là, elle est au bord de... C'est un moment particulièrement fort. Ah ben même sans la connaître, quand on voit à la télé le visage, la tout photo, on dit, elle est morte. Quelque chose, puis ça fait mal au cœur. Ça on a les larmes aux yeux. Ça nous touche, tout à fait d'accord. Évidemment. Ça nous touche. Et donc, on n'arrive même pas à imaginer à quel point, chez les parents ou les proches, cette émotion doit être décuplée. D'ailleurs, ça engendre des fois des propos comme la maman de Maëlys qui dit que sa fille va hanter jour et nuit. J'ai entendu tout ça. Maintenant, il faut les ramener dans leur contexte. Cette femme, elle a encore du chemin à faire. Mais ben oui, j'imagine. On est loin d'être terminé. C'est les paroles de quelqu'un qui est éprouvé, qui dit ça. Ça peut rejoindre effectivement un certain imaginaire collectif qui dira d'un côté on a un ange et d'un autre côté on a un monstre. Mais ça, pour moi, on est dans le conte de fées là. Pour vous, il n'y a ni ange ni monstre, il y a des êtres humains et... Oui, j'aurai l'occasion d'y revenir aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a une enfant qui est morte, il y a quelqu'un qui l'a tuée. Qu'est-ce qui fait que cette personne l'a tuée? Pour le moment, en plus, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'il a une posture, un mode de fonctionnement hyper réactif, nordal. À un moment donné, et ça, je l'avais à peu près aperçu depuis que je suis un peu même de loin cette affaire-là, on lui montre une tache de sang. On lui dit que là, c'est signé, parce que c'est l'ADN, c'est Maëlys, et c'est une tache de sang. Donc, par association d'idées, lui, très très vite, il va demander à être entendu par le juge d'instruction. Voilà. C'est un peu les avocats aussi qui doivent le conseiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais très vite, il demande, je pense que ce n'est pas les avocats qui ont conseillé ça, parce qu'ils n'ont pas... ou ils ne seraient pas tout à fait à leur place, y compris avocats de la défense, mais très vite, il va dire un certain nombre de choses, et dans ce qu'il va dire, il va en même temps pleurer, il va en même temps proposer toutes sortes d'excuses. Il est pour moi, il est dans un certain mode de fonctionnement pour le moment. L'enquête continue. On n'a pas les circonstances du drame. Lui va dire que c'est accidentel. Ok, pourquoi pas. Une mort accidentelle, ça peut aller de 5 ans avec sursis. Un assassinat d'enfant, et si en plus il y a le viol, c'est perpète avec 22 années de sûreté. Je pense que Nordal, il a tout intérêt. Il a peur. C'est pas il a tout intérêt. C'est qu'il est aussi dans la peur. Il est aussi dans des modes de fonctionnement. Et donc, il va mettre ça en acte. Moi, j'appelle ça comme ça. Il va mettre ça en acte. Voilà. On est pour le moment devant un truc troublant. Un système de fonctionnement de Nordal très particulier, mais c'est le sien. Il est pas, ce système ce mode là, pour moi, il n'est pas nouveau. Hein. C'est simplement, il est décuplé par les circonstances. C'est un mode de fonctionnement de Nordal. Puis il y a l'effet des médias aussi. Tout à fait. Parce que ça ne se passe pas en cercle fermé, en huis clos. Tout est public. On sait presque à la minute où les enquêteurs disent qu'ils ont trouvé cette tache de sang cachée sous un siège. On le sait. On sait que lui est en train de parler, essaye de collaborer. Donc tout ça est hyper médiatisé. J'imagine ça met une pression encore plus importante. Hyper médiatisé, donc hyper dramatisé. Oui, parce que le rôle des médias, on peut en parler aussi. Hyper médiatisé, donc hyper dramatisé. Donc moi, je vois ça, hyper médiatisé, hyper dramatisé. Et la dimension, c'est un ange et l'autre c'est un monstre, participe de cette hyper dramatisation. Moi, ce que je dis, c'est les faits sont suffisants. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Oui. Mais en même temps, c'est plus fort que les personnes elles-mêmes, il faut qu'elles en rajoutent, quoi. Et on va en mettre des louches et des louches et des louches, et donc du coup, on va créer tout un climat que moi j'appellerais victimaire, tout un climat qui va même dépasser les protagonistes les plus concernés eux-mêmes. On va être devant ça.
un climat victimaire, puissance 10. Donc, et quand on vous tend le micro et quand on est dans ce climat-là, n'importe quoi peut sortir. C'est vrai qu'on peut exagérer. On n'est plus du tout. Tout à fait. Mais il sortira pas non plus n'importe quoi. Il va aussi sortir quelque chose qui nourrit le climat victimaire. Donc ça, on y reviendra parce que, encore une fois, comme je le disais, pour commenter un peu ce qui se passe à Maëlys et autour de Maëlys, eh bien, à mon avis, on est au début d'un autre processus qui est le processus qui va se continuer, c'est le processus judiciaire. Alors, moi, j'ai eu l'occasion, et j'y reviendrai, de le fréquenter pendant 6 ans. Donc, dans votre histoire personnelle, bien sûr, ça a mis 6 ans. Tout à fait. François est mort le 5 février 1984 et Patrick Thomas, donc la personne qui l'avait violé et tué, a été jugé le 8 mars, le 6, 7 et 8 mars, 3 journées au cour d'assises de Valence, 1990. 6 ans. Et ce temps-là, voilà. C'est aussi un temps impressionnant, non, d'attente. Alors, c'est un temps très long. À l'époque, ce dont je me souviens, c'était un des records dans les annales de l'histoire de la cour d'assises. C'est très très long. Mais il y a eu des rebondissements. Voilà. Donc, il me semble que là, je suis resté allé trop loin par rapport à l'ordre du sujet. Il y a eu plein de rebondissements là-dedans. Mais qui demandaient vraiment d'être quand même assez présent à ce qui se passe. Ce qui n'est pas du tout évident. Mais il se passe pas mal de choses. Après, c'est dans l'après-coup que, personnellement, j'ai eu le désir d'essayer de repérer, de mettre de la parole sur ce qui se passe vraiment. Pas seulement au niveau de l'imaginaire. Oui. Sur ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a bien un moment donné où on atterrit. On peut pas rester en suspens comme ça. Et il faut que le judiciaire fasse son boulot. Il le fait comme il peut, on y reviendra. On entend souvent les proches dire on veut savoir ce qui s'est passé. Oui. Ça soulage ce besoin de savoir ce qui s'est vraiment passé. Je crois que c'est une nécessité. Quand ils disent on veut savoir ce qui s'est passé, ils sont en train, moi j'entends, on a besoin de palper des choses dans la réalité parce que notre souffrance, on souffre d'être que dans l'imaginaire. L'émotionnel ne se nourrit pas que d'imaginaire. Ils ont besoin de toucher, même si ça fait mal. En main, on atterrit. La souffrance, c'est pas tant ce qui s'est passé, il y a ce qui s'est passé dans les faits, il y a la perte, mais il y a aussi l'imaginaire dans lequel ça nous met. Imaginez tout ce qui s'est passé, ce qu'a subi l'enfant. L'imaginaire qui est traversé par toutes sortes de choses qui ne sont pas réelles, qui sont imaginées. Du pire au moins pire, mais on est pris dans un lieu de l'imaginaire, y compris collectif. Mais oui. Y compris collectif. Et à un moment donné, ça suffit, l'imaginaire. Et donc, paradoxalement, quand on apprend que l'enfant est mort, au moins ça y est, il est mort. On sort de l'imaginaire, il est mort. Et donc, du coup, ce qu'on avait imaginé avant de savoir qu'il était mort, ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on va imaginer après. C'est une nouvelle étape, quoi. C'est une autre étape complètement différente. On passe dans un autre on ne s'attendait pas forcément à ce que la mère dise, cette même femme disait, il faudrait que Nordal, par exemple, participe, nous aide à comprendre, on pense que, etc. Et puis à un moment donné, on dit, bah oui, bah ça y est, c'est Nordal qui a tué. Et d'un seul coup, il devient cette espèce de bourreau qui ad vitam aeternam, doit souffrir de machin. Voilà, on voit bien, en tout cas moi j'y vois ça, on est vraiment dans un imaginaire qui s'empare de cette femme. Voilà. Et de cette famille et même du public, parce que nous-mêmes, quand on le regarde, quand on voit tout ça, on imagine. Tout à fait. On rentre dans un imaginaire qui nous coupe en même temps d'un certain nombre de réalités, y compris de la personne de Nordal lui-même. On ne sait pas qui il est. On peut avoir, ça dépend, 2-3 petites idées, ce qui est mon cas, sur ce qui s'est passé avant. On n'en arrive pas comme ça d'un seul coup, c'est pas vrai. Il y a toute une histoire personnelle qui peut-être peut ne pas apparaître à la surface à aucun moment. Vous êtes victimologue clinicien, psychanalyste. Ouais. Vous aidez des victimes et des proches des victimes. Ouais. Comment vous pouvez comment mais on peut aider c'est quoi? Attendez. Aider c'est quoi? Aider c'est quoi? Aider c'est comment? Bah oui, comment on peut arriver? Non, mais ça veut dire que moi, si je peux aider une personne, c'est parce qu'il y a une personne qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin d'aide d'abord. Ça veut dire qu'elle a une demande. Je suis pas là, coucou, Zoro, on peut pas venir dire tiens, je vais vous aider. Quoi. Non, mais au nom de quoi? Pourquoi? Par rapport à quoi? Je sais par expérience clinique précisément que je peux être aidant
avec mes connaissances, mes savoirs, mes méthodes techniques, tout ce qu'on veut, hein, aidant à partir d'une demande. Sans demande, il n'y a rien de possible. La personne, et il y a plein de personnes qui sont en difficulté, pas forcément dans les assassinats, et qui ne sont pas en demande d'aide. C'est-à-dire qu'ils ne se vivent pas comme étant en souffrance psychologique et affective. On est dans la volonté de vengeance quelque part, des fois aussi, plus que de se dire j'ai besoin d'aide, on a envie que le coupable soit condamné, mis à mort des fois. Les propos sont très violents. Avant d'arriver à se dire j'ai besoin d'aide, il faut quand même encore là du temps, peut-être un cheminement, un parcours. Alors, je ne peux pas généraliser. Je dois, en vous écoutant, repenser à des choses qui correspondent à ce que vous dites. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais il est très très illustratif et un petit peu décalé. Un jour, je me pointe avec Gérard, qui est un pote. Sa fille a été tuée, Gérard, donc on a aussi ça en commun. Et je me pointe à l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. Ça s'appelle comme ça, APEV. Association connue, son président Boulet, il s'appelle Boulet, je crois. Mine de rien, un sacré Boulet quand même. Mais bon, il a fait cette grande association reconnue du point de vue national, etc. Et Gérard me dit, tu viens avec moi, je vais à Paris, ils ont leur grande messe annuelle. Moi, je lui dis, pourquoi pas? Après tout, on peut ramener notre grain de sel, on peut avoir des choses à dire. Et là, je vais me trouver dans un truc très particulier. De quoi s'agit-il? Je vais me trouver dans une grande, je vais dire, table ronde, où il y a autour de la table au moins 20 personnes, et les 20 personnes ont en commun d'avoir eu un enfant qui a été violé ou tué, ou les deux. Et j'ai le président debout qui présente à l'audience où il y a un secrétaire d'État, une psychiatre spécialiste de la criminologie, etc., qui présente les personnes en les réduisant à cette souffrance-là. C'est-à-dire, je présente Serge, père d'une telle victime. Je présente une telle mère de machin victime. Et je regarde ça avec effarement. C'est quoi l'effarement? On est en train de réduire ces personnes à ce qui s'est passé pour eux. Comme si la personne pouvait être que ça. C'est une sorte d'enfermement, en fait. Oui. Eh bien, c'est d'une grande violence, monsieur le président de l'APEV. Et moi, Jean-Jacques Gérard, je me donne le droit de me présenter moi-même. C'est là que ça fait la différence. Et vous-même, avec votre histoire personnelle, à l'époque du procès, où on a retrouvé le meurtrier, c'est François, le nom de votre fils, vous aviez cette sensation aussi, non? Ce qui me paraît important, d'être tout le temps montré du doigt comme le pauvre. Ce qui me paraît important, c'est pas de s'égarer sur tous ces sentiers-là. Il y en a plein de trucs comme ça. Mais ce qui me paraît important, à ce moment-là de cette émission-là, c'est de vous dire, bon, on a survolé un peu Maëlys, etc. Mais en même temps, pour moi, le lien avec mon parcours, c'est deux questions. Comment on en arrive là? Et comment on peut penser qu'on en arrive là? Et de par là, est-ce qu'il peut y avoir des réponses sur le terrain des préventions qui sont intéressantes? Voilà. Moi, dans le fond, c'est ça qui m'intéresse. Comment on en arrive là quand on est l'auteur de... Non. Non. Oui, bien sûr. Ça, oui. Comment on en arrive à tuer quelqu'un, à violer, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Vous voyez? Et par rapport à ça, il me vient de dire, je vais faire quand même une référence que je fais rarement, mais là, parce que j'ai trouvé ça très chouette, c'est Toby Nathan, qui est un ethnopsychiatre, qui a créé à Paris le centre Georges Devreux, qui lui est dans un livre qui s'appelle Les âmes errantes. Toby Nathan nous dit le parcours d'exil qu'il a dû faire depuis l'Égypte. Il est juif, il va être exilé. Nasser, à l'époque, vire tous les juifs d'Égypte. Il fait partie de ces juifs. Il va être exilé, il ne reviendra plus au bled. Terminé. Et Toby, que je connais par ailleurs, arrive, il va habiter le 9-3, dans les mêmes quartiers où, dizaines d'années plus tard, les frères Kouachi vont vivre. Et quand il commence son bouquin, Toby Nathan, il dit pas qu'il est différent, il prend pas de la hauteur par rapport aux frères Kouachi. Il dit juste, on a touché le même sol, le même ciment, le même béton. Mais moi, je ne serais pas allé, je ne crois pas, jusque là où ils sont allés. C'est bien ceux qui ont tué les gens dans Charlie. Ça veut dire que cet homme-là, il regarde les choses avec humilité. Il sait très bien que selon les contextes et les circonstances,
Parfois, certains, on n'est pas loin de pouvoir. C'est-à-dire, les frères Kouachi, c'est pas quelqu'un d'autre que nous. C'est ça qu'il nous dit. Et je le salue parce que ça, c'est tout à fait important. Et je vais y revenir. En ce qui me concerne, moi, c'est 2 questions. Donc, je reviens à mes questions parce que celles-là, elles sont centrales. Ça va me faire quel chemin à partir de la mort de mon fiston 1984. Alors, sur l'axe judiciaire, 1984, mort de François. En mai, on retrouve son corps 2 jours après par Jouvet, etc. Elle était violée, elle était tuée, étranglée. OK. En mai, ce qui va se passer, c'est qu'on découvre Patrick Thomas, celui qui a fait ça. On va découvrir, et effectivement, la première des choses qui va faire qu'on pense que c'est lui, c'est que les aveux vont être circonstanciés. C'est-à-dire, il va nous dire comment il a violé, et ça va pile poil correspondre au rapport d'autopsie. Voilà. Premier pilier de l'accusation. D'accord. Deuxième pilier de l'accusation, qui va voler en éclats. On va voir que là, c'est pas si simple, toutes ces choses-là. Hein. C'est pour ça que c'est important quand même de donner quelques précisions. Deuxième pilier d'accusation. Au moment, reconstitution sur les lieux. Le magistrat, sachant qu'il y a une espèce de psychose locale à Valence, il va essayer de faire très vite pour que la reconstitution ait lieu. Et la reconstitution, ils arrivent au parc Jouvet, il y a les flics, il y a des avocats, des juges, etc. Et ils lui disent, montre-nous à quel endroit t'as mis le corps. Et il le laisse partir devant. Il montre à 1 mètre près, il y a 3 hectares quand même, à quel endroit il met le corps. Deuxième pilier d'accusation. Qu'est-ce qui fait qu'il va voler en éclats, celui-là? C'est tout simple. Le juge, dans son empressement, a oublié que Patrick Thomas, il devait avoir un avocat. Faute de procédure, terminé. Donc on le libère? Non. Ah bon? 2 piliers d'accusation. Il en reste un. D'accord. Il va rester pendant 4 ans en préventive. 4 ans en préventive, le juge doit l'entendre tous les 4 mois. C'est une obligation du Code de procédure pénale. Si à un moment donné, le juge ne l'entend pas, pour X raisons, depuis plus de 4 mois, alors il est fondé de le remettre en liberté. C'est comme ça. Donc là, en l'occurrence, on est au mois de février 1988, après 4 années de tôle. Le juge ne l'a pas, soi-disant, entendu depuis plus de 4 mois. Ch'touk, remise en liberté. Remise en liberté. Et en plus, dans la réalité à laquelle j'étais coltiné, c'était faux. C'est-à-dire, le vice de procédure souligné qui va le faire mettre en liberté n'est pas juste, n'est pas fondé. Pour la bonne et simple raison que le juge ne pouvait pas l'entendre sans son dossier, et pour la bonne et simple raison que le dossier était à la chambre d'accusation, laquelle chambre d'accusation, 15 jours avant, devait aussi se prononcer sur d'autres trucs par rapport à la même personne. Donc quelque chose de complètement flouté. Le mec se retrouve en liberté. Se retrouvant en liberté, il sait qu'il n'a plus qu'un pilier sur lui, sur son dos d'accusation. Il peut être fragile, ce pilier. Donc le mec, il va essayer de se défendre. Il sait très bien que la tôle, on peut faire entre 10 ans et 30 ans. Hein. Donc il va comme d'autres, comme des Nordal, comme qui qu'on veut. Quoi. À un moment donné, il est pris aussi lui-même dans ses peurs, etc. C'est OK. Mais il va se fabriquer un scénario au cours duquel il interpelle la presse. Et ils ont l'idée de faire un scoop. Et ils prévoient, avant même de me rencontrer moi-même, hein, je vais rencontrer le père. Il est quand même en. C'est lui qui dit ça. Ouais. Il est en situation de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Déjà, quand vous apprenez qu'il est libéré, la réaction. Moi, quand j'apprends qu'il est libéré, celui dont je suis convaincu qu'a tué mon fils, c'est vraiment terrible. Ah bah oui. C'est vraiment terrible. Et à ce moment-là, moi, je vais faire quelques conférences dans l'idée d'une justice plus responsable. C'est juste ça. Hein. C'est juste l'idée d'une justice plus responsable. Je vais donc finir par le rencontrer, après moult réflexions entre moi et moi. Je le rencontrerai avec mon autre fils, avec Samuel. Rencontre clandestine, mais filmée, qui va faire la une de la presse, télé, etc. Le mec, il y a une production derrière. Hein. À l'époque, je me rappelle, ça s'appelait One TV. Et une production derrière, 4 pages dans Libé, la une avec Poivre d'Arvor, etc. La rencontre du père et de machin, c'est du jamais vu. Et du meurtrier de son fils, bien sûr. Et du meurtrier possible. Présumé, ouais. Il n'est pas jugé. Donc, il va y avoir ça. Alors là, il se trouve que de fait, le gars ne sait pas tout ce que je sais sur le dossier, donc je vais y aller. Donc je vais voir Gugus. Et puis, de fait, il y a un truc qu'on n'avait pas évalué, auquel on ne pensera pas. Mais c'est tout con. Je fais 2 têtes de plus que lui. Eh bien, lui,
il va aussi avoir peur que je le tue. Ah ben oui, c'est logique. Donc, quelque part. une, il y a un grand coup de bluff. Deux, il a peur que je le tue. Mais en discutant, c'est-à-dire en ayant lui comme interlocuteur, à un moment donné, je vois un mec qui est en train de fondre. C'est-à-dire la trouille le fait transgouter, si je puis dire. Il transpire un max. Il est pris dans la peur. Et ça va le faire déconner, quoi, au niveau de la parole. Et c'est vrai que quand moi, je vais donner au procureur à l'époque, je vais lui prêter, pas lui filer, ça m'appartient. C'était la vidéo de la rencontre. À un moment donné, avec, en l'occurrence, c'est la cour d'appel de Grenoble, ils vont se faire une conviction que là, ils ont mis en liberté. Il faut très vite récupérer les billes, là. Et ce qui fait qu'on est fin novembre 89. Il restera presque 2 ans en liberté. Fin novembre 89. Repris. En septembre 89, on s'est rencontrés. Et en mars 90, cour d'assises de Valence, il est jugé. 6 ans. Il a été condamné. Reconnu coupable. Voilà. De viol aggravé. De coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'est pas la même accusation qu'assassinat. Préméditation. Préméditation, pas du tout. Et du coup, il avait donc, ça va lui donner 16 années de réclusion criminelle. Il avait fait 4 ans, plus les peines de diminution, comportement, machin chose. Autrement dit, il lui restait 8 années à faire. Au moment, en 1990, voyons voir, 84, 96, 24, 24 et 8, 32, 33 ans, il sort de prison. Voilà, ça c'est la réalité. Quand vous apprenez qu'il va faire 8 ans ou 16 ans... Alors, l'autre réalité, je vais y revenir à ça, mais en même temps, c'est que tout ce trajet-là, donc là je parlais du trajet judiciaire, mais pendant ce temps-là, je ne vais pas me contenter du trajet judiciaire. Parce que moi, toute cette histoire, à un moment donné, j'ai commencé à faire une première psychothérapie, on est en 81, avant cette histoire-là. Mon travail et mon chemin personnel commencent d'abord sur le terrain de la psychothérapie. Donc, j'ai une personne qui m'a... Il se trouve qu'elle était d'Avignon, je la salue, elle est morte depuis 95, mais c'est une personne qui a été très, très importante dans mon cheminement. Voilà. Et donc, après, je vais faire une psychanalyse qui va durer 12 années, ici aussi en Avignon, de 1986 à 97. Donc, parallèlement, il y a quelqu'un qui chemine, c'est-à-dire Bibi. Après, tout un tas de choses, thérapie de groupe, spécialisation psychopathologie clinique, sur une vingtaine d'années. Hein. Je vais pas m'arrêter. Et je vais pas m'arrêter pour la bonne et simple raison que, en fait, le sujet psychique et humain me passionne. C'est tout con. Mais il est relancé par cette affaire-là de façon étonnante. Et j'ajoute que le fait de pouvoir être accompagné en psychothérapie, ça va me permettre de mettre à jour mes propres blessures d'enfant. Et c'est par là que je vais piger davantage de choses. Quand je dis blessures d'enfant, c'est-à-dire, dans mon histoire d'enfant, j'ai été tout à fait maltraité, et notamment par ma mère. Donc, c'est des grosses blessures. Donc, il y a tout ça ça va m'aider à mettre à jour tout ça, à m'expliquer, si je puis dire, avec toutes ces mémoires affectives, sexuelles, etc. Donc, j'ai tout un trajet perso qui va me faire mieux comprendre encore comment, à l'adolescence, j'étais moi-même très perturbé. Il se trouve que Patrick Thomas, au moment où il tue mon fils, il est adolescent. C'est-à-dire, il a 18 ans. Mais là, il y a plusieurs choses qui se croisent. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous aviez un projet de centre d'accueil pour les adolescents. Alors ça, c'est un peu plus loin sur le chemin. C'est-à-dire qu'au moment de la mort de François, toujours en parallèle à ce que je viens de dire, il y a effectivement un projet de lieu dit de vie avec des adolescents en souffrance. Et ça, je le préparais avant. D'accord. C'est une période de ma vie où je me dis qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, dans le fond. Et que là, j'ai eu une idée qui me paraissait tout à fait chouette et intéressante. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que vous avez ce projet de vie de créer ce centre d'accueil pour adolescents. Ouais. Vous vivez le drame de votre fils qui se fait assassiner. Vous découvrez que le meurtrier est un ado. Oui, il a 18 ans. Il a 18 ans. C'est pas du tout ce qu'on imagine d'habitude. On imaginerait quelqu'un. Ouais, on imagine plein de choses, mais c'est là qu'on revoit encore l'imaginaire et le réel. C'est quand même pas la même chose. Et dans le parcours que vous faites après en psychothérapie, vous découvrez que vous-même, dans votre enfance,
Ouais. Vous avez vécu des choses. Oui, tout à fait. Et des choses assez graves. C'est très étrange quand même. Oui, mais ok, hein. mais c'est-à-dire, mais c'est au-delà de l'étrangeté, c'est surtout que c'est révélateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous comprenez quand dans votre propre parcours, il y a des traces qui auraient pu vous conduire, alors je vais le dire, pas forcément de faire la même chose que lui, mais dans des zones où à l'adolescence moi-même, c'était pas si clair que ça. Hein. Sexualité, affectivité, tout ça, c'était un peu trouble. Hein. Vous auriez pu et pour cause. Prendre une pente délinquante. Donc quelque part, c'est un très bon chemin pour mieux piger, pour avoir un autre regard sur l'autre. C'est un très bon chemin, comme Toby Nathan avec les frères Kouachi. Exactement. Il n'est pas les frères Kouachi, mais il sait d'où il vient quelque part, le bonhomme. Et de là où il vient, il n'est pas celui qui va condamner l'autre. On va essayer de comprendre l'autre. Et c'est là qu'arrive un autre regard. Et comprendre de l'intérieur. C'est pas seulement avoir lu Freud, Jung ou je ne sais qui. À la limite, ça, c'est très secondaire. C'est comprendre de l'intérieur que l'autre, d'une certaine façon, c'est insemblable. C'est ce vers quoi je voulais aller, c'est-à-dire que voilà, en réalisant tout ça, en faisant votre parcours de reconstruction quelque part. Oui, tout à fait. Vous vous apercevez que on aurait pu tous être dans la peau de. Oui, tout à fait. Patrick Thomas, c'est ça oui, tout à fait. Ou de Nordal. Ou de Nordal, Donc l'autre, c'est insemblable. C'est pas un monstre qu'on va mettre comme ça en haut, et puis nous, on est indemne de tout. Ça, c'est de l'imaginaire. La réalité subjective et humaine nous invite à penser l'autre comme insemblable. C'est pas qu'on le veuille, il n'y a même pas besoin de se forcer. Il y a juste à faire le chemin d'être suffisamment bien accompagné psychologiquement et affectivement, ce qui a été mon cas, pour comprendre à un moment donné de l'intérieur que l'autre est insemblable. À partir de là, ça change la donne. Ça va m'amener pendant 10 années, d'abord à parfaire mon premier projet, qui était lieu de vie, ensuite lieu d'accueil, ensuite structure d'accueil, donc à structurer le projet, pas à pas, sur 10 ans. Et donc à rencontrer plein d'ados. De l'ado qui était sur les genoux du grand-père qui était en train de le sodomiser. Ouf. Et oui. De toutes sortes d'ados, des deux adolescents frères-sœurs que les parents leur demandaient d'avoir des relations sexuelles entre eux devant du monde, que les parents mettaient dans des réseaux pédophilie. Ça va donner cour d'assises de Nancy, je ne sais plus en quelle année, où là je vais accompagner avec mon chef de service ces adolescents-là, au moment du procès de leurs parents. Avec dans le banc des accusés, même un flic. D'accord. Ah oui, là c'est spectaculaire. Un poulet, il est dans le banc des accusés. Vous voyez ? Ce ne serait pas la première fois non plus, mais ce ne sera pas la première fois, et peut-être pas la dernière. Ça corrobore ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on peut tous être oui, donc du coup, ça nous amène à relativiser, c'est-à-dire, mais plutôt à faire tomber l'imaginaire. Faire tomber l'imaginaire. Ce qui se passe à l'extérieur comme ça est peut-être beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît. Alors tout cela vous amène petit à petit à faire des propositions, à regarder la justice, trouver des failles dans la façon dont on traite l'auteur, le coupable, les parents, les victimes, les proches, et vous amène petit à petit à faire ces propositions. Alors non, attendez, avant de parler de propositions, ça, ce mot-là, je le mets vraiment entre parenthèses, c'est un cheminement. Cheminement. Donc le cheminement, on aura compris que le mec, Jean-Jacques Gérard, il est concerné depuis très longtemps par ce genre d'affaires. Ah bah bien sûr. Et il est concerné depuis qu'il est tout petit. Voilà. Ah oui, bien avant. À la limite, à 5 ans, il était déjà un peu sur les traces du psy qu'il est devenu parce qu'il se posait la question sur le comportement des adultes. Mais qu'est-ce qui fait que ces adultes, ils disent des choses qu'ils font pas qu'est-ce qui fait qu'ils mentent? Qu'est-ce qui fait qu'ils trahissent? Il n'avait pas envie de grandir, hein, le minot, hein, parce que les adultes, ça donne pas envie de grandir. Quand ils sont pris dans leur peur, dans leur projection, etc. Donc, il a fait tout ce chemin-là. Ça, c'est une première chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pigé? Il a pigé par son chemin, d'une part, mais pas que, en ayant été accompagné sur le plan psychologique et éducatif un certain nombre d'adolescents. Mais il a pigé qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui pouvait se produire à l'intérieur de soi et qui allait grandir, c'est que, comme beaucoup, leurs besoins n'ont pas été considérés ou voire maltraités, eh bien, petit à petit, il y a quelque chose qui va se construire en eux d'une façon très bizarre. Et que, selon les circonstances, plus tard, ça peut péter un câble. Et à ce moment-là, c'est ça que j'ai appelé le plus fort que soi. C'est-à-dire que Jean-Jacques Gérard, il va dire à un moment donné, ces personnes-là ne sont pas folles,
et ne sont pas plus responsables. Je reviens à ce mot-là. C'est un mot-clé dans ma réflexion. Elles sont pas responsables. Si on se met d'accord pour dire que le mot responsable veut dire être en capacité de répondre de ses actes, eh bien, les personnes qui ont subi des maltraitances et certaines violences qui n'ont pas pu être élaborées psychologiquement sont des bombes ambulantes. Et elles sont pas responsables, qu'elles tuent, qu'elles violent, ou quoi qu'on veuille, elles sont pas responsables. Je reprendrai avec vous apparemment cette petite vignette qui vous a bien intéressé, c'est celle de l'éducatrice qui a envie de frapper l'enfant. Oui. C'est des exemples que vous donnez, donc c'est une éducatrice que vous recevez, c'est ça, dans des C'est une éducatrice groupes de parole à cette époque-là. Donc on est là dans l'après mes 10 années de travail clinique ou psycho avec des ados, et là je suis dans un travail de consultant où j'anime des séminaires de supervision avec des éducateurs et des psychologues. C'est moi qui anime. Et là je vais m'apercevoir du coup que beaucoup de ces intervenants, et ça c'est très important, on le verra plus tard dans les préconisations faites y compris à l'Élysée, beaucoup de ces personnes sont complètement ignorantes d'elles-mêmes. Et j'ai pris cette vignette clinique pour qu'elle illustre bien mon propos. C'est une éducatrice qui dit avant la session de supervision, Jean-Jacques, j'ai une situation que j'ai besoin d'en parler très vite parce qu'elle me trouble, elle me perturbe beaucoup. Apparemment, elle se sent assez en confiance avec moi. Quand elle arrive dans le groupe, à un moment donné, je vais lui proposer d'évoquer cette situation. Alors, pour faire court, elle est aux prises avec une irrépressible envie de frapper. La gamine dont elle est référente est qu'à 6 ans. Elle en a 35. Et elle dit, c'est plus fort que moi, j'ai envie de la cogner, j'ai envie de la cogner. Elle l'a pas encore fait. Cela dit, quand elle lui parle, ça doit pas être très sympa. Indépendamment de ça, donc je vais faire un travail avec les outils dont je dispose et je veux faire court. Elle va se rendre compte, grâce à ce travail psychologique, cette éducatrice, que la petite en question qui a été victime d'inceste lui renvoie en plein miroir qu'elle-même, elle a été victime d'inceste. Et que ça, s'était passé dans les oubliettes. Elle l'a effacé, c'est ça, on ne s'en Oui, rappelle c'est pas elle l'a effacé, c'est que quand on est victime comme on l'est, la victime, c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. On a intérêt à refouler tellement la souffrance est importante. Donc, elle a été victime d'inceste dans son enfance, oui. Et elle ne s'en rappelle pas. Elle a refoulé ça, elle s'en rappelle pas du tout. C'est un travail psychologique en groupe qui va lui permettre de faire ressurgir ça et qui va l'aider, hein. Par contre, si je comprends bien, la jeune fille qui est elle-même la petite, ouais, dont elle doit s'occuper puisqu'elle est éducatrice, c'est ça? Oui. Elle-même étant victime d'inceste, lui renvoie. Donc c'est quoi? C'est les neurones miroirs? Comment on appelle ça? Mais lui renvoie quelque chose. Et... Non. Non, attendez, on se calme. Avec ces concepts que je sais qui sont dans l'air du temps. Oui. Non. La petite, à un moment donné, le psy que je suis va l'aider à mettre au travail la grande, avec mes outils. Donc là, je ferai un tout petite parenthèse. Je vais pas développer sur les outils, il nous faudra 2 émissions. Donc, je vais l'aider à prendre conscience. On va explorer une situation à partir de sa demande. Encore une fois, j'y reviens. À l'éduc. Oui, parce que ça l'a troublé d'avoir envie de frapper cette gamine. Rappelons-nous qu'elle n'est pas bien avec ça. Elle n'est pas bien avec le fait d'avoir envie de cogner, mais c'est pas d'où ça vient. D'accord. Donc moi, je vais l'aider à explorer pour qu'elle trouve d'où ça vient. Chemin faisant, elle va trouver. Mais elle va trouver, ça veut dire une heure de larmes aussi, hein. C'est-à-dire, il y a toute une partie effectivement émotionnelle qui avait été refoulée dans son histoire, elle, et qui, à un moment donné, était tellement refoulée, il y avait quelque chose qui faisait un effet miroir dans le comportement de la gamine dont elle savait qu'elle avait été victime d'inceste. Les personnes qui ont été victimes d'inceste peuvent avoir certaines attitudes ou comportements particuliers. Et c'est dans ce sens-là où ça peut faire miroir. Une attitude, un comportement, la façon de répondre à la demande, la façon de répondre à des injonctions. Il y a toutes sortes de modes qui, à un moment donné, consciemment ou pas, et là plutôt pas, c'est pas conscient, ça fait miroir. Donc et c'est en explorant avec l'éducatrice qu'elle va saisir qu'il y a quelque chose qui est lié à son histoire d'inceste. Donc son envie de frapper Coralie, c'est un peu briser ce miroir, c'est-à-dire ne pas voir. Non, c'est-à-dire que quelque part, il y a de l'insupportable qui lui est renvoyé. Elle ne veut chez pas le l'enfant. voir, quoi. Voilà. Mais c'est pas qu'elle peut pas. Elle peut pas, d'accord. C'est pas elle veut pas, c'est elle peut pas. C'est-à-dire que on va le comprendre après ça. Donc c'est tout un travail et elle va piger que tant qu'elle n'avait pas accès à ce qui était refoulé, c'est le mot utilisé, eh bien, quelque part, ce que lui renvoyait la gamine, elle a envie de le rejeter. Par extrapolation, si elle c'est de la projection. Voilà, donc c'est ce que vous voulez dire, c'est que c'est par extrapolation, si elle avait vraiment frappé cette gamine et tué accidentellement, elle n'aurait pas été responsable finalement de cet acte. Ah ben tout à fait.
Si on va au bout du raisonnement, ah mais tout à fait. C'est-à-dire d'un acte qui était commis sous l'effet d'une pulsion, mais qui l'a dépassé complètement. Donc on ne pouvait pas dire qu'elle pouvait en répondre de l'acte. C'est ça que je suis en train de dire. Oui, c'est ce pas que plus que j'essaie d'aller au bout du mais raisonnement. tout à fait d'accord. Mais c'est ça. Non, mais vous faites bien. Tout à fait d'accord. C'est par là qu'on peut dire à un moment donné, mais ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'ai parlé des circonstances éclairantes. C'est pour ça que j'ai parlé de la non-responsabilité circonstancielle. C'est un concept que j'ai trouvé là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'une personne qui tue, alors c'est pas parce qu'elle tue, c'est pas ça. C'est quand on commence à faire, à piger d'où elle vient, la personne, à condition d'en avoir les éléments. Ce qui n'est pas évident, surtout quand la personne, ça y est, elle est déjà condamnée, machin. Là, c'est terminé. Hein. On n'aura plus accès. Hein. Mais il y a tout un tas de pans entiers de l'humain auxquels on n'a plus accès. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas actif. Ce travail, cette recherche, est-ce que vous avez essayé de la faire sur le meurtrier de votre fils? D'abord, une recherche, ça ne se fait pas sur le dos de quelqu'un. Maintenant, s'agissant de Patrick Thomas, je peux dire que dans son histoire, les ingrédients y étaient. Les ingrédients, dans la famille, il y a eu des choses, là j'ai plus ça à l'esprit, mais il y avait tout un tas de choses qui ont été très difficiles pour lui, des choses très violentes. Du rejet, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, on en avait parlé. C'était du rejet, non? Il était rejeté du service militaire, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses dans son histoire, et il y avait beaucoup de choses dans son histoire, y compris sexuelle, qui étaient de nature d'abord à être refoulées parce que c'est trop douloureux, et puis qui ont ressurgi ce jour-là, qui n'était pas n'importe quel moment dans l'histoire du mec. Qu'est-ce qui fait que ça va ressurgir là, à ce moment-là, et pas ailleurs? Il a en face de lui un gamin qui a loupé son train. Donc, d'une certaine façon, un gamin qui est paumé. Et un gamin qui, à ce moment-là, pour tout un tas de raisons que moi j'ignore complètement, parce que j'y étais pas, eh bien, à un moment donné, il pleure, il a loupé son train, il n'a pas le réflexe d'aller voir une personne de la gare qui pourra lui filer un coup de main, et donc il se retrouve un peu isolé. Et lui, il passe par là, il a bu un petit peu, du reste d'après ce que j'ai compris, il n'est pas complètement pété, mais il a bu un peu, il rencontre ce gamin, et on pourra comprendre qu'à un moment donné, le gamin paumé, ça lui renvoie à lui, en miroir, le gamin paumé qu'il a été. Et là, il y a de l'insupportable. Pareil que les ducs. Là, il y a de l'insupportable. Et à ce moment-là, le gamin, c'est pas le sexe qui va se passer qui va être important. Son pénis, à la limite, c'est une arme à ce moment-là, c'est tout. C'est pas une histoire de jouissance sexuelle ou chose. Il s'agit pas de ça. La plupart du temps, on comprend pas, on sait pas ce qui se passe, parce qu'on va pas y voir à la lorgnette. Puis on peut pas comprendre, on n'est pas dans le. On peut pas piger. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, le mec qui souhaitait continuer à être militaire, il était militaire. Il venait d'être viré de l'armée, viré par sa petite amie, viré par sa famille. Donc il y a bien cette idée de rejet, quoi. Donc, et d'abandon. Et donc, le contexte du présent, du moment, le 5 février, il est fait de ça. Il est pris dans ces ingrédients-là. Ces ingrédients-là ne sont pas sans rappeler une autre histoire plus tôt, c'est-à-dire d'un enfant un peu rejeté, un peu abandonné, un peu méprisé. Ça vient rebondir là-dedans. Et là, on est dans l'insupportable. Une histoire interne qui lui est propre à ce Patrick Thomas. Mais la première action, quand il voit votre fils pleurer, c'est peut-être de l'empathie d'abord. Mais tout à fait. Mais ça peut être ça aussi, bien sûr. C'est une empathie avec quelque chose qui chemine à bas bruit. Sur la surface, c'est ce gamin qui pleure, ça me touche, par exemple. Mais petit à petit, il sort de la gare, ils vont pas faire beaucoup, ils vont faire 500 mètres. Il sort de la gare, il marche avec lui, peut-être un peu de consolation, puis les choses, elles viennent toutes seules. C'est bien ça, l'histoire du plus fort que soi. Elles arrivent à un moment donné, lui-même, à tous les coups, il est surpris. À tous les coups, ça va le prendre. Et à un moment donné, il voit ça, et quelque chose de l'ordre du rejet et du mépris va même se mettre en scène dans l'acte sexuel. Vous voyez, ça va jusque-là. Donc, je vous cacherai pas que pour pouvoir vous dire ça, ça veut dire que j'ai fait un certain chemin. Parce qu'il faut aller le regarder de plus près. Il faut regarder les rapports d'autopsie, il faut écouter les constats des flics. La plupart du temps, les parents sont pas prêts à entendre des choses pareilles. Et j'en ai bien conscience. Je ne connais personne qui puisse faire ça d'ailleurs. On est d'accord. Il faut vraiment combien de cheminements en 30 ans il a fallu. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et puis 30 ans d'accompagnement dans le cadre judiciaire régulièrement des personnes violées, des personnes plutôt du côté des victimes, mais aussi ouverts. Mais ce qu'il y a, c'est que les personnes qui sont prises du côté des acteurs de meurtre sont pas très demandeurs. Bon,
pour tout un tas de raisons, hein, ça dépasserait certainement le cadre de l'émission, mais moi je suis OK, quoi. Il y a une personne qui est venue me voir il y a quelque temps, lui il venait de sortir de tôle, son truc c'était de frapper les femmes. Bon, je l'ai accompagné comme j'ai pu. Dans votre, il y a plusieurs exemples que vous donnez. Il y en a un autre là, c'est ce fameux Christian à la prison centrale de Mende. Il est sous perpétuité, hein, parce qu'il a assassiné et violé deux gamines, jetées dans un puits. En plus, je crois qu'il a récidive ou quelque chose comme ça. Mais ce qui était non, le récidive, c'est l'autre sur le petit Abdel. Alors lui, 30 récidives. Lui, il avait 30 au pénal, il avait 30 affaires. Alors lui, sur 50 balais, il a eu 30 affaires, c'est pas mal. Hein, quand vous discutez avec lui, il vous parle de son indignation face à la violence de la société. Donc il est complètement déconnecté. Vangeloven, il écrit très bien, il a une belle écriture. Et à un moment donné, alors c'est tout un concours de circonstances. Moi, à cette époque-là, c'est très marrant, quand j'y repense, en 93. En 93, je fais une espèce de session qui s'appelle Psychopathologie et clinique du judiciaire, sur 1 an, je crois, ou 2 ans. C'est là que je vais rencontrer Toby Nathan, du reste. Hein, la première fois. Une session, il y a 10 magistrats et puis 10 psys. Je fais partie des psys. Et donc, il y a une qui va devenir une profileuse en Belgique, qui est ma compagne du moment, quoi, partenaire dans le sens camarade. Et donc, qui, elle, connaît des gens de la famille de Christian Vangeloven. Elle connaît. Le fameux monsieur, là. Ouais, elle est belge. Lui, il est belge. Et donc, elle le connaît des gens de sa famille. Et à un moment donné, elle me dit, Christian Vangeloven a entendu parler de toi, est-ce qu'il peut t'écrire? Est-ce qu'il peut t'écrire? Il a lu un article sur toi, le père, le mec, le parcours, l'humain, etc. Est-ce qu'il peut t'écrire? Moi, je dis ouais. Il va m'écrire. De la prison de Mende où il est à perpète. Hein. Il sortira les pieds devant. Est-ce qu'il peut t'écrire? Moi, je dis ouais. Et puis une première lettre, donc moi je fais un retour. Je suis quand même intrigué, quoi. Je suis curieux. Hein. Moi, je suis quand même, je suis assez curieux de tout ça, quand même. Et pour piger, quoi. Et le gars, à un moment donné, m'écrira notamment, à un moment donné. À l'époque, je pourrais pas le supporter. Aujourd'hui, ce sera différent. Hein, on est en 93, bon, j'ai fait du chemin encore. Hein. Mais à l'époque, je pouvais pas le supporter. Qu'un mec, dans ma représentation du monde, le mec, il a assassiné 2 gamines, il les a violées, tuées, enfin, il en fait un truc de boucher, il les jette dans un puits. Et c'est le même mec qui me dit, putain, qu'est-ce qu'il y a comme violence dans le monde? Et puis, qui veut vous écrire. Je pouvais pas supporter ça. Hein? Il veut vous écrire, c'est un acte de sa part de vouloir vous écrire. Donc, ça veut dire que quelque part, il était touché par votre histoire personnelle. Il y a quelque chose, je pense, de ce que je représentais pour lui, à mon avis, d'après ce que j'en ai déduit, du côté d'une humanité possible. Voilà, ce serait ça. Je représentais, ce que je suis, me connaît pas, mais ce que je représentais, ce sera de ce côté-là. Et donc, du coup, moi, je sais que je vais à un moment donné m'en vouloir, parce que je pense qu'aujourd'hui, mais maintenant c'est fait, hein, les carottes ont été cuites, mais c'est que aujourd'hui, je pourrais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été pris dans ce truc, merde à ce qu'il a fait, un truc très moral dans le fond. Mais dans le fond, cet homme-là, je pense qu'il cherchait aussi peut-être de sortir de quelque chose qui était hyper douloureux pour lui, c'est d'une sorte de clivage. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vivait comme coupé en deux. Ouais. Ce qui fait qu'il pouvait très bien vous parler du monde avec beaucoup apparemment d'humanité, et c'est le même bonhomme, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il est coupé en deux, le mec. Et donc, quelque part, aujourd'hui, je dirais, ça m'intéresse de voir jusqu'où il va aller, et donc de continuer l'échange pour voir, y compris d'aller le voir en tôle, moi ça me gêne pas. Hein. C'est-à-dire pour essayer, je suis pas là ni pour le juger, ni pour le condamner, je n'ai rien à voir, mais je suis là pour comprendre. Ça, en revanche, ça m'a toujours intéressé. Et le problème, la plupart du temps, vous en conviendrez, c'est que le mot comprendre, alors dès qu'on arrive dans les médias, ils confondent avec le mot condamner ou excuser. Oui. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ces mots-là, c'est comprendre. Comment on en arrive là, point barre. Mais ça suppose de ne pas avoir de jugement. Donc d'avoir fait du chemin. Eh oui. Parce que c'est vrai que dans une cour d'assises, on fait venir des psychiatres pour essayer de comprendre justement si la personne est responsable, si elle ne l'est pas, quelles sont les circonstances atténuantes ou pas dans la vie de... Non. Il faut revenir les choses, je vous ai bien parlé de circonstances éclairantes. Oui. Si aujourd'hui j'ose en parler, si aujourd'hui je parle de non-responsabilité circonstancielle, vous imaginez bien que d'une certaine façon, les psychiatres, je me les suis coltinés. Ah oui. Déjà d'entrée de jeu. Les psychiatres, c'est bon. D'accord? Le pouvoir judiciaire d'un côté, le pouvoir médical de l'autre. Mais la personne humaine, à un moment donné, elle est broyée.
Mais tout ça, ça sert à définir la responsabilité Non. de la personne, non? Non. Sur la cour. Non. Non. Ça part d'un présupposé de responsabilité. Ce n'est Oui. pas pareil. Là où moi je dis, vous dites des conneries. Bon, faut un peu de couilles quand même. Hein. Vous dites des conneries. Oui, c'est pas moi que vous le dites, hein, c'est oui. que les auditeurs comprennent. Non, c'est pas à vous. Ouais. Oui, c'est non, mais je dis voilà. non, mais je parlais de moi. Je me disais que t'es gonflé. C'est important que tu aies un peu de couilles pour dire ça. Eh ben, je le dis. Tout ça est articulé sur un code pénal moraliste. On est encore dans œil pour œil. Tout à fait. Vous voulez dire. Mais c'est déguisé dans le code pénal. C'est très déguisé. Donc, la notion de responsabilité définie par les psychiatres n'a plus rien à voir avec les plus honnêtes des psychologues et pas des psychiatres qui ont bien compris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ça n'a aucun sens. Bon, on fonctionne là-dessus depuis des dizaines d'années. Et convenons-en, c'est tout simple. Responsable, pof, puni. Eh oui, judiciaire, c'est la punition. Hein. Bien sûr. C'est pas la sanction. C'est la punition. Quelle est la différence? Ah ben, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. La punition, elle va s'articuler à une certaine idée du bien et du mal. Et autrement dit, la punition, elle articule directement sur la loi du talion. T'as fait ça, on va te faire ça. Morale, là, donc. Ben oui, donc sur une certaine morale. Et donc, ce qui appartient, alors cette morale, elle a plus de sens dès qu'on commence à comprendre, à vouloir comprendre. Et à vouloir comprendre, on comprend d'abord que le mot responsabilité, il signifie rien dans ce contexte-là. Moi, je souhaiterais que les gens soient responsables. Hein. Ça veut dire qu'ils sont en capacité de répondre de leurs actes. Mais Patrick Thomas, d'une façon, Christian de l'autre, Jonathan demain, Nordal après-demain, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on considère toute la souffrance psycho-affective dont eux-mêmes sont porteurs, et que c'est cette souffrance en eux qui détermine les actes. Donc, ils ne sont pas en capacité d'en répondre. Mais quel a été le déclencheur, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont en eux d'enfoui Oui, tout à fait. Ils ont des choses en eux qui sont plus fortes qu'eux. C'est quelque chose d'inconscient, de non conscient, en fait. Tout à fait. C'est ce que vous dites, je crois. C'est beaucoup plus fort qu'eux. Donc, ça vient d'une partie qui n'est pas consciente. Donc, si c'est pas conscient, ce n'est pas responsable. Attendez le mot responsable. Ouais. Être en capacité. Si mes actes sont gouvernés par quelque chose que je ne maîtrise pas, est-ce que je suis en capacité d'en répondre? Mais pas du tout, puisque je ne maîtrise pas. De quoi je vais répondre? Que dalle. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit d'autres concepts. Et ce ne sera pas demain la veille. Hein. Je me fais pas dire. Oui, j'ai l'impression que vos propositions, il va falloir du temps donc on comprenne. Non, mais d'autres concepts, il fallait à un moment donné avoir le culot. Mais d'autres que moi ont commencé à mettre de l'éclairage il y a longtemps. Nietzsche, Hannah Arendt, Michel Foucault. Voilà des noms que je cite qui, d'une certaine façon, avaient compris ça. Mais c'est pas entendable dans une société qui s'organise sur la loi du talion. C'est pas entendable, c'est-à-dire sur une morale talionique. Mais même en tant que public, quelque part, quand on voit cette histoire de Nordal qui tue cette fillette, etc., on a presque envie quand même. Oui, mais en fait, on a toutes les envies du monde, mais à un moment donné, moi, j'ai une seule envie. C'est humain quelque part. Moi, j'ai une seule envie, c'est de donner la place à la mienne de parole, parce que j'en ai plein le cul de n'entendre que de l'imaginaire en barre. Et donc, 30 années, ok, j'ai le droit aujourd'hui d'avoir un peu de couilles pour parler de ça. Autrement. C'est ça mon projet. C'est tout l'intérêt, justement. Eh ben tiens, et de dire non, attendez, on n'est pas tenu, je suis pas tenu de voir comme vous regardez. Vous pouvez être des millions en face de moi, pas du tout. Moi, j'ai pris du temps, j'ai consacré ma vie à un certain nombre de choses, et il y a des choses qui me sont apparues, mais qui méritent qu'on les prenne les unes après les autres, et pas de façon schématique. Parce que quand il s'agit de se coltiner avec le mot responsabilité, d'arriver à dire que ça n'a aucun sens, c'est des années de réflexion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des années de votre réflexion, ce que vous proposez, c'est quand même, c'est vrai que ça va un peu à contre-courant de. Mais j'en suis pas à la proposition. Vous voyez bien comme ça prend du temps. Oui. J'en suis juste à dire responsable, ça n'a pas de sens. Il faut. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas continué le chemin. J'en suis juste là. Responsable, ça n'a aucun sens. Et je dis en quoi ça n'a aucun sens. Alors c'est quoi? C'est du plus fort. Ok. Circonstance éclairante. Non-responsabilité circonstancielle. L'autre question, elle va venir. Mais alors, que fait-on? Elle va venir, cette question. Elle va venir. Mais il faut d'abord poser les choses. Sans ça, on ne sait pas de quoi on parle. Elle va venir, cette question. Bien entendu. Là, on comprend ce que vous essayez de dire, que, il y a des déclencheurs, il y a des choses en nous qui sont plus fortes que nous. Et donc,
quand on passe à l'acte, on voit rouge ou noir. Enfin, Oui, je sais pas tout à comment on fait. dit. Donc, C'est l'expression, il y a un voilà. mec, là, dans la Creuse, il y a pas longtemps, il est passé à l'acte, il a dit, Je vois rouge. et il a J'ai dit, vu je vois rouge. Mm. C'était déjà trop tard. On l'entend Le régulièrement. rouge, voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti le fusil. Il y avait un gamin de 19 ans qui l'avait un peu provoqué. Il a tiré dessus. D'accord. Puis le mec, après, s'est rendu à la gendarmerie. Mais il était dans un piteux état. L'autre était mort, hein. Mais celui-là, il n'était pas dans un meilleur état, hein. Il a vu rouge, puis après, il s'est rendu compte qu'il avait vu rouge, mais c'était plus fort que lui, son machin. Alors, Il n'a pas voulu voir rouge, le mec. Il y a des faits qui vont dans le sens, effectivement, que cette justice, des fois, est un petit peu décalée. C'est la récidive. Il y en a énormément. Vous en citez une, là, avec Willy. C'est Willy? Willy est un Qui tue multirécidiviste. Abdel, voilà. Ouais, Willy Van Coppernoll. C'est Willy, il Alors a lui, tué à peine il Abdel. sort de prison, il recommence, quoi. Ah ben lui, c'est simple. Lui, il sort de tôle pour viol. Il sort de prison. Avec un fusil, il menace 2 ados pour qu'ils lui fassent des fellations. Déjà, donc, reviol. Ouf. Ah ouais. Oui, reviol. Et puis, sur le chemin, il va rencontrer Abdel, 9 ans et demi, qui, lui, arrive quand même à se défendre un peu. On est dans un terrain où il y a personne. Il y a des pierres. Boum, il massacre à coups de pierre. À peine il sort de Ouais, prison. tout Donc à c'est fait. quand même bien la preuve Et il y de a toute cette, une histoire chez Willy. Quand on écoute, j'ai fait passer 3 jours aux assises à accompagner le père de Abdel qui avait été massacré. Il y a toute une histoire chez Willy depuis la petite enfance. Il y a toute une histoire. Et quand on suit le truc, on voit bien. Dès l'âge de 2 ans, je sais pas, ou 3 ou 4 ans, je sais pas s'il pas fait prendre un sandwich dans un monastère par des curés. Enfin, il y a des histoires comme ça chez Willy. on Et à a un moment donné, toujours, quel effet ça a sur nous quand on est gamin comme ça, minot, qu'on se fie aux adultes et puis qu'on comprend comme ça? Mais c'est complètement dingue. Le gamin, qu'est-ce qu'il vit, lui? Mais c'est tellement affreux qu'il va refouler. C'est la seule chose qu'il peut faire pour survivre. Oui, mais ce refoulement plus tard va déclencher Ah bah tiens, quelque chose. eh ben ce qu'on est en train de dire. Voilà. Un truc Et à un moment donné, on a monstrueux. oublié tout ça. On a oublié qu'il y avait, comme par hasard, comme par enchantement, puis vous allez avoir un psychiatre qui va dire, ah ben il est quand même responsable parce que ça tient pas la route. J'ai analysé le nombre de rapports de psychiatres. C'est du corporatisme à la con, quoi. Ça tient pas la route. Les psychos, par contre, il y en a certains, là, qui sont assez pointus. Là, ça tient un peu plus la route. Mais c'est les déterminants aux assises. C'est le psychiatre, hein. Fou ou pas fou? Point barre. Ce qui nous impressionne surtout, c'est qu'ils ressortent Mais ils et peuvent qu'ils pas. recommencent. Ils peuvent pas faire autrement que de ressortir et de recommencer, puisque le fond, il n'est pas traité. C'est pas la psychiatrie qui traite ça. Donc ça nous invite à penser les choses autrement. Oui, c'est ce que. Donc faut faire un vers pas de ça que côté. j'essaye de vous Donc amener. mais ça veut dire Oui, qu'il va falloir faire un grand pas de côté par rapport à ce qui existe. Un grand pas de côté. Et d'essayer de mieux repérer, de mieux identifier toutes ces choses-là, pour qu'à un moment donné, petit à petit, nous nous acheminions sur des réponses possibles et plausibles. Ça veut dire qu'il faut sortir d'un paradigme du bien et du mal. Bravo! On est là, c'est ça. Ouais, tout à fait. Il faut C'est un arrêter de paradigme juger, du donc. bien et du mal qui gouverne le champ psycho-judiciaire actuel complètement. Et qu'effectivement, mais comment en sortir? Comment en sortir? Celui qui est en face de vous, à un moment donné, on ne peut pas faire l'économie de faire un chemin perso. Oui, mais quand on est sur une cour d'assises et qu'on a l'auteur d'un crime abominable avec viol sur enfant, comment on fait cette abstraction? C'est Mais non, mais évident, il s'agit voilà. pas, il s'agit pas de, encore une fois, tant qu'à faire à sortir du paradigme, sortons-y complètement. Et alors? Voilà. Donc, quelque part, sortir du paradis, c'est ne plus être dans ces logiques-là. D'accord. C'est tout On enlève terminé. cette idée de justice. Non. d'accord. On voudra légitimement des valeurs et pas une morale judéo-chrétine ou talionique, des valeurs. C'est-à-dire, l'idée de justice, elle doit s'incarner dans la justesse, y compris diagnostique. L'idée de justice, pour qu'elle soit juste, elle doit s'articuler à des constats cliniques qui sont justes. Faute de quoi, la réponse judiciaire, elle va être à côté de la plaque. On ne sera pas surpris, du coup, qu'il y ait de la récidive. La réponse étant à côté de la plaque. Il y a des choses de l'être humain qui va être jugé, par exemple, qui ne sont pas considérées. On les passe à la trappe, au bénéfice d'une certaine idée du judiciaire, qui n'est plus justice. Le problème, c'est que le judiciaire n'est pas la justice. Mais ça crée un décalage, c'est-à-dire que quand on est un spectateur de tout ça, lambda, qu'on voit que le mec est ressorti, et oui, d'accord. Et mais tout d'un coup, on entend des des choses comme il faudrait remettre la peine de mort. Ça mais déclenche. ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Non, mais ça déclenche dans la population des réactions. Je sais tout ça. Ouais. Voyez bien, je sais tout ça. On me l'a servi pendant des dizaines d'années. Maintenant, juste, c'est de dire, moi, d'une certaine façon,
Je m'en fous. Oui. Moi, j'ai cheminé pour comprendre quelque chose. Je suis pas tenu de répondre à toutes ces conneries. Non, mais ce que j'essaie de vous faire dire et j'essaie de vous demander, c'est qu'est-ce qu'on peut envisager d'autre. C'est-à-dire parce que c'est vrai que là, tout ça, c'est un cercle vicieux. Comme cette justice ne fonctionne pas, l'idée, elle est un petit peu tordue, que les gens partir. ressortent, on a des exagérations dans tous les sens. Voilà. Si d'aventure les personnes suivent mon raisonnement et comprennent d'où ce raisonnement est parti et comment il s'est construit. Alors, on va commencer autour de la table et c'est ça ma proposition au président de la République. On va commencer à se mettre autour de la table avec multidisciplines. Il y aura des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des psys, bien sûr, des juristes, et on va essayer de penser autrement le judiciaire en sortant de ce paradigme-là. L'idée étant que nous sommes devant un problème, comment, un ou plusieurs, que doit-on répondre? Mais d'abord, la première question, c'est de bien identifier le problème. On s'en aperçoit que c'est important. Si on identifie mal, on passe à côté. Donc d'abord, c'est l'assurance d'avoir bien identifié le problème. Ensuite, si on l'a bien identifié, selon mon point de vue, on a une personne en souffrance. On a des personnes en souffrance. Il n'a pas été en souffrance le jour où il est arrivé en tôle. Pas du tout. Il était en souffrance bien avant. Mais oui, donc il était en souffrance bien avant. Alors ça attire mon attention sur d'autres versants. La société qui nous produit de l'éducateur spécialisé a oublié un truc. C'est que la plupart des éducateurs spécialisés, voire même des psychologues, voire même des assistants sociaux, donc des gens qui sont censés nous aider, n'ont pas fait de travail sur eux-mêmes. Autrement dit, sont dans l'ignorance, telle notre éducatrice tout à l'heure, de par d'eux-mêmes, c'est comme s'il y avait une zone aveugle. D'accord. Et ça, c'est mon constat de quelqu'un qui, pendant presque 10 ans, a bossé dans la supervision clinique. C'est-à-dire qu'on a écouté des éducats et qui a repéré là, c'est un peu la caricature, mais c'est une réalité, celle que j'ai citée tout à l'heure, qui a repéré les zones aveugles des gens qui veulent sauver les autres. J'exagère peu. Ils ont une zone aveugle. Si la zone, elle n'était pas aveugle, prenons ça comme une hypothèse, alors ils entendraient mieux ce qui se passe dans les détresses des enfants de telle famille et de telle famille. Mais il y a des zones aveugles. Autrement dit, il y a un sacré problème de formation et de l'humain dans la formation. Donc, déjà là. Ces humains qui doivent aider ou apporter un concours doivent d'abord commencer par eux-mêmes, c'est ce que vous voulez dire. Quand ils font une formation théorico-clinico, tout ce qu'on veut, qu'ils puissent, par exemple, mais je dis bien un exemple, parce que c'est des choses que moi, mon projet au président de la République, c'est pas moi, Jean-Jacques Girard, qui vais tirer tous les trucs de ça. Moi, j'ai besoin d'avoir un groupe de réflexion sérieux, et ça coûte des ronds. Enfin, je veux dire, les gens, faut les faire venir, les déplacements, enfin, etc. Un groupe de réflexion pour pouvoir justement avancer sur ce terrain-là. Aller avancer. Mais d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur les constats. Elle est où la souffrance? D'où elle vient? Comment elle vient? Et moi, j'apporterai bien sûr ma goutte d'eau dans l'édifice, mais d'autres doivent apporter la leur. Ça doit être quand même un travail d'une équipe qui réfléchit autour de ça et qui est en capacité de faire un pas de côté sur les paradigmes psycho-judiciaires actuels. Ça voudrait dire que on pourrait donc éviter le passage à l'acte si un enfant ou un jeune. Non, c'est pas que ça veut dire. C'est-à-dire, ça dit. Ça dit qu'à un moment donné, si on considère comme valable que les souffrances psychiques ou psycho-affectives sont dans la nature même des passages à l'acte, alors nous sommes amenés d'une façon ou d'une autre à beaucoup mieux considérer l'humain et ses souffrances. Mais ça peut se repérer très tôt. C'est ce que je veux dire. Vous Tout parliez de monter un centre pour les adolescents. Dans ce genre de centre, on peut repérer tout de suite. Attendez, on va en faire un pas de côté par rapport à ce centre d'ado. Ça peut se repérer très tôt, vous voyez, mais sauf qu'on a eu la grande connerie d'avoir comme politique à un moment donné, il n'est pas con sous tout rapport, c'est comme tous, Nicolas Sarkozy, qui avait identifié quelque chose malgré tout. Il a dit à 3 ans, on peut le repérer. Le problème de Sarkozy, c'est qu'il a dit on peut repérer un criminel à 3 ans. C'est pas mon propos. À 3 ans, on peut repérer la souffrance. Qui peut enclencher. Voilà. C'est pas parce qu'on est aux prises avec la souffrance qu'on va devenir criminel. Pour autant que cette souffrance, elle soit entendue. Et si elle est entendue à ce moment-là, on doit avoir collectivement des dispositifs qui sont en adéquation avec la souffrance, qui enfin répondent. Et le psy que je suis, le nombre de fois, le nombre de personnes que j'aide, c'est mon boulot. C'est mon boulot.
C'est le quotidien. refoulement quelque part, donc Pardon ? c'est le refoulement de Mais cette c'est pas que chose le refoulement, il y a le- tout un nombre de oui. mécanismes, on va pas rentrer dans la technique, Non, mais mais en tout cas, ce sont des mécanismes de protection, d'autoprotection, qui ont toute leur valeur, toute leur raison d'être, dès lors qu'un être humain est piégé dans les souffrances affectives, psychologiques et sexuelles. d'accord. Voilà. Donc, ces mécanismes, quand on les reconnaît, on peut reconnaître quelque part le germe de quelque chose. Ces mécanismes, quand ils sont à l'œuvre, nous laissez-moi invitent à finir, faire. et à aider la personne. Ces mécanismes, quand ils sont Oui. à l'œuvre, nous invitent effectivement les gens qui sont aux prises avec ces mécanismes et ce qu'ils produisent. Eh bien, ça invite à mettre en place des dispositifs qui seraient suffisamment considérants de ces souffrances et soignants, cliniquement soignants. Mais là, ce sont des formations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est bien ce que je veux dire. On peut peut-être éviter certains passages à l'acte en faisant attention. Et par conséquent, voilà, vous voyez, et par conséquent, il y a plein de passages à l'acte qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Et dans le cas de la récidive, ça voudrait dire que, au lieu donc de condamner la personne ou de la juger, il y en aurait une autre façon d'aborder Non, il n'y a pas. Attendez, écoutez-moi bien. Mais non. Parce que vous êtes dans les logiques actuelles. Moi, j'y suis plus. Bah oui, non, mais moi, j'y suis plus. Mais moi, j'y suis plus là-dedans. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir du moment où notre regard se pose clinique, avec suffisamment d'humanité sur la nature des souffrances, par conséquent, nos dispositifs doivent être nourris de cette humanité-là. Et par conséquent, il n'y a pas lieu que tout un tas de passages à l'acte, mais des meurtres d'enfants, tout ça, il y en a 10 dans l'année, mettons. Il y a plein d'autres choses au niveau des souffrances qui s'expriment par des micro-passages à l'acte, par des violences qui ne sont pas aussi spectaculaires. Vous avez des violences psychologiques, vous y voyez que dalle. Voyez, c'est de la violence, c'est-à-dire de ce qui est dans la négation de l'être humain, qui se met, je vous donnais plein d'exemples, mais il y en a plein d'autres au quotidien, c'est-à-dire ce que ça produit, que l'homme, que l'humain, que mes concitoyens, etc., soit en ignorance de lui-même. Il n'est pas compris que très souvent, il est aux prises avec des blessures qui vont ressurgir d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas besoin de tuer des Maëlys ou des François. Elles sont là. Sauf qu'à un moment donné, si elles ne sont pas suffisamment considérées, ça va produire des vols, des attaques de personnes, toutes sortes de choses qui aussi, d'abord du point de vue humain, coûtent très cher à la société, mais également du point de vue fric. D'accord. Ça n'empêchera pas quand même que des Nordal existent. Attendez, laissez-moi vous poser la question, s'il vous plaît, qui commettent quand même un acte. Donc, ces gens-là, une fois qu'ils ont commis l'acte, le Nordal, avec cette petite Maëlys, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors moi, je vous le dirais, je voudrais très franchement. Mais moi, je vous réponds, j'en ai rien à foutre. Bah oui, c'est ce que j'attends de vous, c'est que vous me répondiez. Je vous le dis, voilà, oui. J'en ai rien à foutre. Parce que c'est justement à force de dire ça qu'on somnibule sur des choses qui n'ont aucun sens. Moi, je reviens en amont et j'avance pas à pas. Voilà, pas à pas. Ça, c'est mon chemin. Ce que va devenir Nordal, c'est son affaire. La société, Nordal, la société qu'il met en tôle et qui va faire, la société, elle produit du Nordal. Cette société judiciaire actuellement, elle produit des Nordal. Et donc, moi, j'ai pas à répondre à cette société-là. Elle en produit des Patrick Thomas, des Nordal, en ne prenant pas suffisamment en considération les blessures psycho-affectives. Voilà. Donc moi, je repars c'est important de les considérer. Et ensuite, on va cheminer. Mais donc, sur un chemin qui n'a plus rien à voir avec ça. Je suis plus dans la logique des Nordal, là. Je suis dans la logique de quelqu'un qui a pris conscience d'un certain nombre de choses et qui dit oui, je pense que ce serait chouette de pouvoir, mais qui devient modeste. Parce que de là à ce que les mentalités soient prêtes pour accueillir mes propos, alors là, il peut se passer des dizaines d'années. Ah oui, je pense qu'il y en a pour un petit moment. Ou on ne sait jamais. Non, il y mais aura un déclic. En tout cas, moi, je fais pas l'économie, même qu'on se rencontre, pour pouvoir évoquer mon grain de sel. Et j'ai aucune raison de sortir de ce grain de sel. Il est très intéressant. Voilà. Mais il Nordal, je peux rien ce qui est intéressant dans votre pensée, dans ce que vous proposez, c'est que ça prend en compte l'humain. C'est-à-dire que nous sommes tous des humains. Il n'y a pas le monstre qui tue la victime. Nordal, il est en chacun de nous. Voilà, exactement. Si à un moment donné, gamin, on vient nous chatouiller d'une certaine façon, on nous respecte pas, tout un tas de nos besoins sont pas considérés parce que nos géniteurs, ils sont à côté de la plaque, et encore, je les mets pas au bûcher, ils sont complètement à côté de leur pompe, ça va produire des gamins insécures, inquiets, pas bien dans leur basket, plein de complexes, pas de confiance en eux, déjà ça.
Et puis après, ça peut produire tout un tas d'effets. Mais déjà au quotidien, si chacun d'entre nous se posait la question de se dire, tiens, pourquoi ce monsieur ou cette dame m'énerve incompréhensiblement quand je la vois ou quand je parle avec elle, on découvrirait peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui provoque cet énervement. Je vais vous faire rigoler. Comme l'histoire de la Coralie qui voulait taper cette gamine, quoi. La plupart du temps, le problème, je vais vous faire rigoler, mais moi, c'est ma clinique. Quand les gens commencent par pourquoi, je leur dis un truc. Pourquoi? Il a un copain. C'est parce que. Et ça, c'est tous nos conditionnements. Et moi, ces deux-là, c'est pas mes copains. Pourquoi? Parce que ça... c'est pas mes copains. C'est-à-dire ces conditionnements à avoir tout de suite une explication causaliste, ce qui mène nulle part. Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que ça me fait? Ça, c'est autre chose. D'accord. Ah donc, bah oui. On pourrait se poser la question, alors qu'est-ce qui fait que quand je vois telle personne, ça me provoque en moi une envie irrépressible de lui mettre une gifle? Ça suppose que j'ai une éducation. Mais ça présuppose que j'ai une éducation à mon ressenti. Or, toutes les éducations, c'est pas du côté du ressenti. Le ressenti, il passe à la trappe. C'est les raisonnements qui prédominent l'éducatif. Et surtout dans nos sociétés occidentales. Mais vous comprenez pas ce que j'essayais de vous dire, en fait. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'allais dans votre sens. C'est-à-dire qu'on a tous un peu en nous un Nordal ou n'importe quoi qui sommeille. Parce qu'il suffit justement de s'apercevoir que des fois, on a des réactions épidermiques avec des gens, des croisements, et que derrière ces réactions, il se cache peut-être quelque chose en nous qui fait que on l'a pas, on a envie de frapper quelqu'un, on a envie de mettre une claque ou de sortir de ses gonds, et on ne sait pas pourquoi. Et je le ferai jamais parce que ce ne sera pas mon chemin. Mais je rêve d'une société où il y aura un peu plus de psy qui considèrent la valeur humaine et que ceux qui ont envie de frapper comme des Nordal ou que sais-je, ils puissent aussi faire du chemin avec ça. Mais ça, c'est la société idéale. C'est-à-dire quelque part, moi, ce que je peux dire, c'est que quand mes envies de frapper, de cogner, de violer, etc., j'ai travaillé avec. Je me suis expliqué avec et on m'y a aidé. Donc, j'ai pu le traverser. Toute personne qui est mal avec lui-même, il va falloir qu'il se trouve quelqu'un pour l'accompagner. Seul, on n'y arrive pas. C'est une vaste connerie de croire à ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis il faut la démarche. C'est-à-dire, comme vous le disiez au début de notre entretien, on peut pas non plus aller aider quelqu'un de force. Il faut que la personne sente qu'elle a besoin d'être aidée et commence à chercher. C'est-à-dire que le besoin d'être aidé vient d'abord d'une certaine conscience que je suis pris dans des souffrances qui me dépassent. Quelle que soit la nature des souffrances et quel que soit l'objet des souffrances. Tant que j'ai pas cette conscience-là, vous voyez, vous avez même des gens qui vont voir des psys simplement pour faire un exercice intellectuel. Alors après, il y a les psys qui leur servent ça. J'en suis pas. Mais il y a toutes sortes de choses dans cette société. Moi, sur ce terrain psychologique et judiciaire, j'attire d'abord l'attention sur ce qui est plus fort que soi et qui nous parle de la souffrance humaine. Si ça, on le considère pas, et manifestement on le considère pas aujourd'hui, et en particulier dans le judiciaire, qu'on soit pas surpris que ça répète, ça se répète, ça se répète, et ça se répétera encore longtemps. Alors, je vais lire un extrait de vos propositions qui explique un peu ce que vous dites, mais c'est quand vous imaginez des paroles dans la bouche d'un président de cour d'assises qui dit à l'auteur, le crime que vous avez commis nous révèle que vous êtes aux prises avec des blessures qui vous dépassent. C'est le plus fort que vous qui fûtes aux manettes de vos actes. En conséquence, la Cour a décidé votre placement dans un centre psycho-rééducatif, etc. Voilà. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est-à-dire un exemple ça permet de comprendre ce que vous voulez dire. Voilà. D'accord. Mais en même temps, je dois le reprendre au ralenti. C'est-à-dire, c'est un exemple, effectivement. C'est une mise en scène. Je le théâtralisais. Voilà. On est d'accord. Mais c'est pour dire, voilà un exemple de considération. C'est-à-dire, et puis jamais une personne ne peut être réduite à l'acte qu'elle a commis. C'est pas Nordal Lelandais. C'est Nordal Lelandais qui a commis cet acte. Et il est jugé pour l'acte et pas pour ce qu'il est. Alors là, ça aussi, c'est une nuance majeure. Il est jugé pour cet acte, d'une part. Mais en plus, il est jugé d'une façon que la société qui le juge au travers de ses acteurs ne considère pas ses propres souffrances à lui. Et aujourd'hui, on dit considérer ses souffrances et la victime, Ça fait chier, quoi. Ok, la victime, c'est quelque chose. C'est pas par rapport à la victime, c'est par rapport à celui-là. Et il s'agit de les différencier, de les séparer. La victime, partie civile, aujourd'hui, ça prend une place complètement fantasmatique, la victime, dans la cour d'assises. C'est le victimaire. C'est-à-dire, on est dans une puissance de la victime incroyable, qui fait qu'à un moment donné, on perçoit même plus la personne qui a commis en tant que personne. Ça peut plus être une personne, c'est pas possible. C'est un monstre. Et puis la victime, ah oui, mais nous, on est la victime. Mais attendez, je vais vous donner un exemple. Mais d'ailleurs, rien que les termes, victime, coupable, on déshumanise, en fait. Tout à fait. On est dans une dualité. On est dans une dualité. Je vais vous donner un autre exemple qui vient. C'est une association de victimes
qui fait des groupes de parole. Eh bien, moi, j'ai une personne qui un jour m'a dit comment ça se passe. Elle me dit, voilà, les personnes. Donc, c'est des personnes groupes de parole de personnes qui ont perdu un enfant. Elles arrivent au groupe de parole avec le nom de l'enfant qui est marqué sur leur blouse ou sur leur truc. Autrement dit, elles sont en train de nous dire qu'elles sont complètement identifiées à l'enfant qui est parti. Alors là, on est dans du victimaire plein pot. Oui. Si on fait avec ça des groupes de parole, je peux vous assurer que dans 40 ans, on y est encore. On n'est pas prêt de s'en sortir, oui. On peut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a une stigmatisation inconsciente qui en rajoute 3 louches sur la victime. Mais personne ne contestera qu'une victime, ça souffre. C'est pas ça dont il s'agit. C'est qu'il y a bien autre chose dans l'atmosphère collective qui stigmatise la victime et qui stigmatise pas moins l'auteur. Oui. On est un peu dans du cinéma, en fait. Ah ben c'est un grand théâtre. Ouais, un grand théâtre, voilà. Juste avant de conclure l'émission, parce que on va quand même devoir arrêter à un moment donné. C'est vrai qu'on parle souvent de la loi du plus fort, qui n'est pas celle qui s'applique chez les hommes. À part que là, dans ce contexte, ce qui me fait réaliser quand je lis vos propositions, c'est qu'on oublie la loi du plus fort que soi. Et donc, il faudrait l'éliminer, celle-là aussi, pour pouvoir mieux juger. Il y a un plus fort que soi en soi. Et bien, bravo de le dire. Si vous lisez l'article du Code de procédure pénale, voire du Code pénal, le 222, je crois, qui dit textuellement un acte commis sous l'empire ou l'emprise, l'un des deux, du plus fort que soi, l'empire du plus fort que soi, c'est-à-dire quelqu'un, ça veut dire ça, quelqu'un qui va tuer quelqu'un parce que l'autre, on va être dans une sorte de légitime défense. Oui, d'accord. Mais l'idée, c'est que le plus fort que soi, on le situe toujours dehors. Et pas dedans. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et tout à fait. Et donc, quelque part, la justice telle qu'elle est foutue, donc l'injustice du reste, elle produit une idée du plus fort que soi, donc le paradigme en question. Dans ce paradigme-là, le plus fort que soi est toujours dehors. Oui, parce que la justice, elle est faite aussi pour ne pas qu'on soit sous le coup de la loi du plus fort, comme dans la jungle. C'est pas parce que je suis plus fort de vous que je vais avoir le droit de vous couper la tête. La donc justice, là, on oublie qu'il est à l'intérieur de nous aussi, ce plus fort. La justice. Le mot justice devrait contenir le mot juste et le mot justesse. Il y a plein de choses qui sont pas justes et en même temps, ça devrait, à mon sens, être traversé par autre chose que cette morale, soit alionique, soit judéo-chrétienne et traversée par des vraies valeurs humanisantes. C'est ça que je pense. Elles ne sont pas humanisantes du tout. Il suffit de lire les textes, il suffit de voir dans des cours d'assises et d'y aller, se laisser sentir, de prendre des notes au besoin pour voir qu'est-ce qui se met en scène. Vous avez parlé d'un théâtre. C'est un grand théâtre. Ça se ressemble. Il y en a 3 ou 4 du reste. Il y en a qui m'ont salué et je les en remercie. C'est Jacques Vergès. En son temps, il est mort. L'avocat. C'est Robert Badinter qui a salué effectivement ma posture de clinicien. Il y a eu et puis Pelletier, celui qui était président à une époque. C'est pas Pelletier, c'est Leclerc, qui était président de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, et qui savent dans quel chemin je suis, qui, chacun à leur façon, ont salué ce parcours-là en tant qu'effectivement, et s'agissant de Robert Badinter, c'est le complément, le chemin que je propose est le complément indispensable à l'abolition de la peine de mort. Faute de quoi, cette abolition, c'est un vase creux. On va conclure sur ça. Bravo. Merci Jean-Jacques Gérard. Je voulais vous demander si nos auditeurs ont envie de lire ce texte que vous avez écrit avec Christophe Jean, ces propositions. Est-ce que c'est possible de les trouver sur Internet? Jean-Jacques Gérard, Google, donc Google Jean-Jacques Gérard. Oui. Ils cliquent, ils vont voir un Jean-Jacques Gérard, psychothérapeute, victimologue, etc. Je ne sais plus exactement les termes. Et là, ils sont direct sur ma page membre du site Psychoressources. Voilà, Psychoressources, et il y a documentation sur votre page, et c'est le dernier, en gros, il y a marqué prévention des violences. Et puis, il y en a un qui est chouette aussi, je le recommande, c'est ma traversée dans l'innommable. Parce que ça parle aussi de mes 8 années passées dans les montagnes du Haut-Atlas et de tout ce qu'a mûri. Ça aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais de tout ce recueillement que la nature m'a permis pour mûrir ces paroles. D'accord. Donc, sur le site psycho-ressources.com, on retrouve Jean-Jacques Gérard. Ou alors, en tapant dans Google Jean-Jacques Gérard, on trouve cette page et on peut trouver vos textes. Alors, le plus sûr, c'est parce que, ou alors ce sera le mettre l'HTTP, mais qui est plus long puisqu'il y a Jean-Jacques Gérard, / machin. Mais Jean-Jacques Gérard, par Google, juste, prénom et nom, point barre. Première ligne. Vous l'avez là?
J'ai essayé tout à l'heure et on tombe quand même sur Psycho Ressources et votre page. Et donc sur votre la page directe, à partir de ouais. Jean-Jacques Girard, c'est la page. On y arrive, oui, voilà. Ouais, c'est super. Donc avec Google, on peut vous retrouver. Si nos auditeurs ont envie d'en savoir un peu plus sur votre parcours, il est décrit. Ouais. Puis il y a pas mal de citations. Je l'anime un peu mon truc là, ma page avec des citations. Souvent, Khalil Gibran, il arrive. Oui. Il vient souvent. J'aime beaucoup Khalil Gibran. Vous citez cette phrase de Gibran qui dit justement qu'une feuille d'un arbre jauni ne jaunit pas sans l'accord de une seule feuille ne voilà. peut jaunir sans le silencieux assentiment de l'arbre entier. C'est un petit peu ce que nous faisons. On est concernés, tout à fait. Voilà. On est un peu responsable tous concernés, de ces coupables, là. Et on ne sait jamais à quel point on est concerné par Nordal, par Patrick Thomas, par Jonathan, par toutes ces personnes qu'on a nommées. On est concerné, mais on ne sait pas à quel point on est concerné personnellement. Et à quel point on est aussi responsable. Pardon ? À quel point aussi on est un peu responsable chacun de l'existence. En tout cas, on est concerné avant même d'être responsable, parce que responsable, c'est un sacré truc. Responsable, c'est être en capacité de répondre de nos actions. Dans l'étymologie du mot, eh bien, ça supposerait qu'il y a un certain niveau de conscience. Je suis pas certain que la moyenne mondiale soit responsable. Jean-Jacques Girard, merci beaucoup. Okay. On se retrouve peut-être bientôt pour continuer, si vous le désirez. En tous les cas, merci d'être venu bien nous sûr, éclairer bien de sûr. vos témoignages. Moi, ça me fait une récré en même temps. Oui. Non, mais j'aime bien plus venir vous voir et puis voir les gens aussi. Ça me plaît bien. Alors, on était en direct sur Facebook aujourd'hui, donc des personnes pourront suivre cette vidéo. On ne voit que vous, on entend ma voix, mais on ne voit que vous. Et on retrouve l'émission sur osmose-radio.fr cet après-midi en podcast. Et puis en rediffusion demain matin, très tôt, vers 7h30, 7h45. Merci de nous avoir écoutés. Merci Jean-Jacques et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Osmose. Osmose Radio.